Paix à votre maison. Dans la région de Nijni Novgorod, ils ont créé un ministère de la protection contre les drones ukrainiens. Eh bien, attendons donc prochainement le ministère de l'attaque négative. Les principales actualités de la folie mondiale dans l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous, regardez jusqu'au bout, bien sûr, en format en ligne. Et réfléchissez, quoi qu'il arrive, l'obscurité ne recouvrira pas la lumière. Alors, le ministre de la Guerre des États-Unis a déclaré: les États-Unis veulent que l'Ukraine puisse se défendre et nous trouverons un moyen de l'aider. J'ai littéralement juste quelques questions. La première, sans doute, combien de temps allez-vous encore chercher? Voilà déjà 4 ans et demi de guerre. Tout le monde cherche, et ils n'arrivent toujours pas à trouver. On dirait qu'ils ont trouvé une sorte de baratin, mais bon, ce baratin-là, personne n'en veut. Et alors, l'aide, comment la trouver en Ukraine? On ne sait pas. Nous, on se dit, les meilleurs esprits de notre temps. Ils se sont réunis, cherchent, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver. Mais peut-être qu'il suffit juste de donner des armes, de l'argent, et tout ça se terminera rapidement. Mais non, là-bas, Volodienka est un bon gars. Volodienka est un bon gars, et tous ceux avec qui nous avons travaillé avant aussi. Les États-Unis, bon, disons-le comme ça, ce sont pour l'instant des journalistes méchants, mais bien informés, qui écrivent: les États-Unis envisagent de promouvoir Orban à un poste élevé à l'Organisation des Nations Unies, ce qui lui assurerait l'immunité diplomatique contre les poursuites judiciaires dans son pays. Regarde, c'est une chose intéressante qui se passe. Je me souviens que Donald Fredovitch Trump lui-même et son entourage critiquaient férocement l'Organisation des Nations Unies pour son inaction. Même certains là-bas, apparemment. Comment s'appelle-t-il? Des comités ont été fermés, les financements réduits, et là, d'un coup, la petite poubelle qui ne sait rien faire d'autre qu'exprimer des préoccupations s'est avérée utile. Vous savez, comme ce gorille préoccupé qui court dans sa cage, il se passe un vrai désastre, mais lui, il fait juste les 100 pas. Il est préoccupé parce qu'il ne peut rien faire d'autre. L'ONU est venue à regarder: oh, on bombarde les villes ukrainiennes. Eh bien, que voulez-vous? On bombarde. Puis ils se sont fait bombarder eux-mêmes. C'était il y a quelques jours quand un drone russe est arrivé. Les voitures, il me semble que c'était celles de l'ONU. Et alors, ils ont exprimé leurs préoccupations et c'est tout. Mais maintenant, il fallait une décharge. Pourquoi faire? Pour y mettre leurs sous-fifres et éviter qu'ils ne prennent une peine. Eh bien, je vais vous dire, savez-vous quelle est la différence ici? L'un, il sale les siens à Rostov, il les empile en tas, et celui-ci l'introduit de force à l'ONU. Eh bien, tout vaut mieux que de végéter dans une vie incompréhensible et terrible. Si l'Ukraine tente quelque chose, je tomberai sur une nouvelle concernant Medvedev. Si l'Ukraine tente de frapper la centrale nucléaire de Zaporizhia, nous détruirons toutes les centrales nucléaires d'Ukraine, déclare Dmitri Alkogolevitch. Medvedev. Une minute plus tard, l'information suivante apparaît. Je me demande pourquoi je suis tombé sur cette information. La Fédération de Russie accuse l'Ukraine d'avoir frappé la centrale nucléaire de Zaporizhia. Un trou est apparu dans la centrale nucléaire. Un drone a frappé le bâtiment de la salle des machines du bloc numéro 6 de la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'Ukraine réagit à ces déclarations. Eh bien, il est clair comment l'Ukraine réagit. Encore une provocation de la Fédération de Russie. Voici la question. Quand vous criez, si vous êtes nous, et que nous vous faisons ça, parce que alors bam, et ils sont nous. Ce qu'il faut faire, une réaction quelconque est nécessaire. Et nous, êtres pensants, sommes tourmentés par de vagues doutes. Camarade Chi, n'est-ce pas une provocation de la part de la Fédération de Russie? Regardez comme c'est pratique. Lancer, tirer, mais qui vérifiera? Est-ce qu'il viendra lui-même ou vont-ils envoyer Vitya Orban? Regarde Vityushenka, regarde ce que font ces maudits Ukrainiens. Regarde, ils ne laissent même pas vivre nous, les libérateurs russes. Eh bien, Vityusha, Orban viendra, il couvrira tout, croassera comme une grenouille, prendra l'argent, écrira tout ce qu'il faut, et tout sera parfait. Une déclaration quand il se passe ce genre de choses, Dmitri Alkogolevitch et Medvedev, cela veut dire que quelque chose se prépare. Une provocation d'envergure, dans laquelle on pourra tranquillement accuser l'Ukraine. Voilà, ils ont provoqué cette inondation à Zaporizhia, quand les villages se sont retrouvés sous l'eau. Et alors, où est-il? Où sont tous ces gens préoccupés, à moitié préoccupés? Ils pensaient à des conneries et autres, et pendant ce temps, la raffinerie de Saratov est en feu après des explosions. Voilà.
Parce que, encore une fois, parce qu'il faut du mouvement, camarades. Il doit y avoir du mouvement. Le mouvement est arrivé. Un dépôt pétrolier a également été touché dans la région de Rostov. Regardez, celui-ci dit « Si vous touchez à notre centrale nucléaire de Zaporijia, nous ferons ci et ça. » Et là, bam, l'Ukraine poursuit un travail systématique et planifié pour anéantir les raffineries de pétrole, avec un objectif clair pour tous, que la Fédération de Russie ait moins d'argent pour les missiles et la guerre. Oui, tout le monde comprend parfaitement que l'argent ira d'abord à la guerre, et ensuite aux voyous. Mais les voyous aussi s'énervent et se fâchent. Des petits problèmes quand il y a moins à manger. Ils s'accumulent et ils finiront par ressortir. Au fait. De grands yeux écrivent des choses méchantes, mais connaissent les langues. Je ne sais pas, j'ai peut-être des abonnés là-bas. Veuillez indiquer si cela est vrai. Peut-être qu'ils mentent. Les traîtres mentent. Bandits. Longue file d'attente aux stations-service de Crimée. C'est-à-dire, regardez, quelle histoire! De la fumée s'échappe de la raffinerie de pétrole de Sartov et il n'y a plus d'essence dans les stations-service de Crimée. Apparemment, il y a un lien. Il y a un lien, et j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Bon, bref, finissons maintenant avec le sujet du carburant. Dans certaines stations-service, il n'y a déjà plus de carburant. Dans d'autres, il est distribué sur présentation de coupons. D'ailleurs, il existe déjà des coupons qui limitent à 20 litres maximum. Dans d'autres, le carburant est vendu, mais de longues files d'attente se forment. La situation s'aggrave après ce dont nous avons déjà parlé lorsque, il s'avère, les territoires de l'arrière sont sous le feu. Il semble que ce ne soient pas des zones de front, mais ce sont bien les arrières qui sont touchées. C'est pourquoi nous devons encore créer beaucoup de ministères. Voilà, le ministère de la protection contre les drones ukrainiens, le ministère de l'attaque négative et maintenant le ministère de la victoire de l'arrière. Et plein d'autres choses très intéressantes qui permettraient aux gens de vivre l'action et de se sentir bien. Et celui-ci, des attaques nocturnes menées, au moyen de plusieurs drones de combat. Mais cela est déjà mis en œuvre, par exemple, par l'armée ukrainienne. Pour réduire le nombre de raffineries et d'usines en Fédération de Russie, il faudrait moins d'envie de faire la guerre et de penser à ce pays étrange qu'est l'Ukraine qu'ils n'ont pas réussi à prendre en 2 à 3 jours pour qu'ils s'occupent enfin de leur propre porcherie. Quand ils auront le temps de s'occuper de leur porcherie, alors ils n'auront plus de pensée de grandeur ni d'envie d'aider la population russophone du Donbass. Oh mais qu'est-ce qui se passe ici? Là-bas, à cause des drones. Au-dessus de Munich, le fonctionnement des aéroports a été complètement suspendu. Quels sont ces drones? Comment ont-ils volé? De qui? Où? Personne ne sait. La Fédération de Russie ou pas la Fédération de Russie? Des drones ukrainiens, peut-être? Personne ne sait quel drone vole au-dessus de Munich. À qui cela profite-t-il? Franchement, c'est incompréhensible. Il faut s'adresser aux grenouilles hongroises spécialement formées et placées à leur poste. Elles diront bien sûr que c'est une provocation. Une provocation de qui apparemment? Eh bien seulement de l'Ukraine. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres coupables, tu comprends? Pour l'instant, je ne vois pas, bien que ceux qui ont un peu de jugeote comprennent très bien que c'est encore un test. Jusqu'où cela ira-t-il? Vous comprenez la situation? Voilà que l'Ukraine lance des essaims de drones. Et pendant ce temps, les aéroports sont bloqués et fermés, en Fédération de Russie. Mais là, tu vois, nos gars, certains ne sont pas idiots du tout, ils comprennent aussi, ah, ce mouvement fonctionne dans les deux sens, en fait. On peut aussi, en quelque sorte, viser l'Europe. Bon, pour l'Ukraine, c'est clair, l'espace aérien est fermé, là-bas, les missiles et les Shaheds volent, et en Europe, tu lances un petit drone et l'aéroport est paralysé. Tu lances un deuxième drone et encore une fois, l'aéroport est paralysé. Pratique, tu vois. Et pas besoin de courir à l'attaque, pas besoin de crier « Hurrah pour Poutine, pour Staline, pour la patrie, pour l'argent, le tsar et la nation ». Pas besoin de crier comme ça. Moscou a rappelé son ambassadeur d'Arménie à cause d'une tentative de rapprochement avec l'Union européenne. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Il dit, ah bon, il n'y aura plus d'ambassadeur chez nous, on va régler ça. Tu n'as pas assuré, camarade, c'est tout. L'Arménie, Aliaoulou part dans une autre direction. Ah, ça c'est intéressant, ça c'est vraiment très intéressant. Quant à celui qui siège au Kremlin, j'ai déjà dit, c'est une vieille chaussette de Staline, ou bien une chaussette d'Adolphe, tout le monde avait compris. Mais quand Poutine cite Adolphe, là ça devient intéressant.
il s'est avéré que les journalistes ont passé en revue toutes les déclarations de Vladimir au Kazakhstan. En fait, plus le mensonge est incroyable, plus vite on y croit. Poutine l'a attribué plus précisément à Joseph Goebbels. Cependant, en réalité, tout indique que l'auteur est Adolphe, qu'il a utilisé dans son livre. Mein Kampf. Le paradoxe, c'est que ce livre est interdit sur le territoire de la Fédération de Russie. Regardez, le livre est interdit. Mais le leader de la nation, assis sur sa valise, le cite. Autrement dit, ceux qui criaient « Nous pouvons recommencer ». Ceux qui criaient que nous allions combattre les nazis ne font pas que répéter les méthodes. Regardez, allez dans le Donbass et voyez quelle méthode la Fédération de Russie utilise aujourd'hui pour faire la guerre. C'est tout simplement la terre brûlée, le Donbass. Regardez ce qu'ils ont fait du Donbass russophone. Ils l'ont réduit en cendres. Ils citent Adolphe. Et en même temps, ils disent « Nos grands-pères se sont battus et il y a des nazis dans cette Ukraine ». Oui, il y a de tels nazis dans chaque pays. La question est de savoir si tu appliques leur méthode dans la vie. Et quand tu déclares la guerre et que tu combats avec leur méthode, voilà qui est c'est le véritable. Eh bien, le gars ne se cache même plus, il cite Adolphe et tout le monde applaudit. Et surtout, tape, vas-y, on a besoin qu'on tape. Poutine a déclaré hier que la Russie devait renforcer son système de défense anti-aérienne et nous en avons parlé. Et le lendemain, ce que je vous ai dit, dans la région de Nijni Novgorod, ce ministère a été créé. Mais ce qui est paradoxal, ce n'est même pas qu'ils aient créé un ministère de la protection, mais où est le ministère de la Défense? Et pourquoi le ministère de la Défense, de la guerre, ne gère-t-il pas tout ce mouvement? Pourquoi, en fait, il faut donc un ministère supplémentaire? Je vais vous expliquer. C'est très simple. Pour que les contrats ne se signent plus très bien avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. On n'arrive pas à recruter, voilà pourquoi. C'est difficile. C'est pourquoi tu crées un nouveau ministère. Ainsi, vous resterez près de chez vous, vous défendrez votre patrie. Vous serez ici, en quelque sorte, la défense anti-aérienne. Vous aurez un nouveau ministère pour la protection contre les drones ukrainiens. Vous serez près de vos femmes, vous protégerez le ciel, vous serez des héros, vous n'aurez pas besoin d'aller dans aucune école militaire. Mais bien sûr, dans ce nouveau ministère, il y aura un nouveau recrutement, une formalité pour la signature. En réalité, c'est aussi un ministère de la Défense. Et si vous vous en sortez ici, on vous trouvera ensuite une utilité un peu plus loin, comme on dit. Mais voilà, le plus important n'est pas là. On peut se partager l'argent. Vous imaginez? Tu crées tout un nouveau ministère. Tu as des postes, tu as des bureaux, tu as, disons, du matériel. On peut voir grand, il y a de quoi faire. Et certains ne s'en privent pas. Mais pour finir, donc. Et quand tu profites, jusqu'au bout, j'avais une petite maison sur la Tverskaya, Igorounia, Strelkov-Girkin. Regarde ce qu'il fait ce salaud. Regardez ce qu'il écrit. Il a reconnu que la version russe de l'explosion au collège de Starobelsk, tout n'est pas si clair dans cette version. Et il a laissé entendre qu'en réalité, il n'y avait pas que des étudiants là-bas, puisqu'il avait déjà vu ce collège auparavant. Que peut-on dire ici? Vous comprenez? Quand nous en parlons, eh bien, ce sont des ennemis, c'est évident, ils sèment la discorde. Dire qu'Igorounia est des nôtres, on ne peut plus vraiment le dire. Il est assis dans les geôles. Je pense qu'il prévoit et rêve ensuite de sortir et de prendre une place. Une place respectée, comme le disait Viktor Pavlovitch, un antibiotique dans notre ville. Il a de tels projets. Quelque chose me le dit. Pourquoi parle-t-il ainsi de Starobelsk? Il veut apparemment attirer un certain électorat à lui, avec la vérité. Parce que c'est la vérité. Nous comprenons tous très bien, là-bas il y avait des opérateurs de drones. Ils étaient assis dans ces collèges. Poutine l'a dit honnêtement, nous allons nous cacher derrière les femmes et les enfants. Et nous allons faire la guerre contre les femmes, les personnes âgées et les enfants. C'est ce qu'ils font, ces salauds, aujourd'hui. En Ukraine, en lançant des missiles, en faisant la guerre contre les femmes, les personnes âgées et les enfants, en se cachant. En même temps, comme dans ce cas, derrière les étudiants du collège, les femmes, les enseignantes. Mais il y avait des opérateurs de drones là-bas. Et c'est tombé là-bas, parce que c'est une cible militaire légitime. Et Igor, bien sûr, il était là, il a vu tous ces soldats, il comprenait qui était basé là, qui venait, ce qu'il faisait là-bas. Oui, on peut raconter autre chose aux idiots sur la première chaîne, mais lui, il comprend comment ça se passe vraiment. En réalité, l'Italie va envoyer en Roumanie une centaine de militaires et plusieurs chasseurs, écrit La Repubblica.
Selon le journal, les militaires formeront l'armée roumaine dans le contexte de l'incident de la chute d'un drone sur un immeuble résidentiel à Galați. Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'armée italienne va apprendre à l'armée roumaine? Comment ça quoi? Ramasser les débris quand un drone atterrit sur ton territoire. Peut-être qu'il faudrait simplement s'unir encore plus et envoyer ces garçons en Ukraine. Ou en Biélorussie? En Biélorussie. Pour en finir avec cette peste assise sur sa valise, avec ce choléra qui se propage. Et maintenant, on va soi-disant enseigner. Les Italiens vont venir pour apprendre aux citoyens roumains, regardez, ça vole, ne touchez pas, bam, puis hop, on ramasse les éclats et après, où, à quoi bon? Bon, je comprendrais s'ils invitèrent des Ukrainiens, mais des Américains, parce qu'ils rapportent toujours ce que font les Ukrainiens, ils sont tout le temps en train d'apprendre pour ne pas être à la traîne. On vous aide, alors laissez-nous jeter un œil à vos technologies. On ne vous donnera pas de missiles, mais laissez-nous observer un peu vos technologies. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. L'avidité et l'hypocrisie règnent dans la société, dans n'importe quel pays. Donc, je ne comprends pas à quoi sert toute cette histoire. Bon, ils ont décidé, tout le monde est content, tout le monde est heureux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les États-Unis prévoient d'accélérer le retrait de leurs troupes d'Europe, écrit Reuters. Ah, voilà à quoi ça mène. Selon la publication, lors de la prochaine conférence de l'OTAN en juin, les Alliés seront informés des capacités militaires que les États-Unis fourniront ou ne fourniront pas pour la défense de l'Europe. Je traduis en langage simple et compréhensible. Trump fait ce qu'il faut pour Poutine. Il a annulé le système de sécurité de l'Europe. Pour l'instant, j'espère encore que les camarades occupant des postes à responsabilité en Europe vont se ressaisir et prendre les décisions qui s'imposent. Mais ce que fait aujourd'hui le camarade dans le bureau non rectangulaire, puisqu'il annule le système de sécurité, il faut vraiment le chercher pour trouver pareil exemple. Il a clairement fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'article 5. Allez vous faire voir. Deuxièmement, il dit « L'armée, nous allons même retirer la nôtre. Il n'y aura même plus d'armée en Europe. Débrouillez-vous comme vous voulez pour vous défendre. » D'un côté, certains pourraient dire « Mais qu'y a-t-il de mal à cela ?» C'est votre problème. La Russie est à côté. Il faut se creuser les méninges. Il faut réfléchir. Il faut augmenter l'armement. Il faut construire des usines. Il faut créer une armée et penser à soi-même au lieu de compter sur les États-Unis. Et en même temps, c'est simple. Aïe, 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 oh là là! D'un côté, oui. Mais d'un autre côté, il y a d'autres processus qui se cachent derrière tout ça. Alors pourquoi faisais-tu semblant d'être le policier du monde? C'est quoi cette America Great Again? America Great Again, c'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Parce que la guerre était loin et qu'ils ont pu en profiter. Ils en ont profité. Ils sont redevenus Great Again, ils sont devenus une armée puissante. C'est vraiment comme ça. Et quand tu protèges l'Europe, on te considère comme le policier du monde. Tu peux influencer ce qui se passe dans le monde. Quand tu n'arrives même pas à déboucher une bouteille, excuse-moi l'expression, quelque part, je parle du détroit d'Ormuz. Là-bas, ils ont réussi maintenant, on va en parler tout de suite. Alors, c'est quoi? Great Again? Là, ce n'est pas Great Again? Là, tu es juste en train de lâcher tous tes alliés. Tu abandonnes tout ce que tu peux. Et tu sais comment? Si encore tu laissais tomber l'Europe, mais que tu continuais à régler des situations dans le monde, tu laisses tomber l'Europe, tu laisses tomber l'Ukraine, tu laisses tomber Taïwan. Les Iraniens t'ont mis une raclée avec de tels alliés. J'ai de la peine pour cette Amérique. J'ai de la peine pour cette Amérique. Je veux que l'Amérique redevienne great again. Mais l'Amérique, dans tout ce bordel, est en train de devenir tout sauf great again. Elle devient un peu comme une valise à la Poutine. Eh bien, excusez-moi, mais je dis ce que je ressens. Tout le monde dans l'OTAN doit enfin commencer à prendre cela au sérieux. Il a déclaré « Oh, là on se rapproche de la vérité ». Le Premier ministre polonais, Tusk, a fait cette déclaration en commentant les propos de Medvedev. Avant cela, personne ne l'acceptait. Et pour être honnête, j'en étais coupable aussi. La Pologne, les pays baltes, maintenant la Roumanie, de plus en plus de Russes. Provocation. Hier, l'ancien président russe Medvedev a déclaré que le sommeil paisible des citoyens de l'UE était terminé. Il a ajouté « Écoutez, le premier à se réveiller, c'est la Pologne. Bien sûr, nous aurions dû nous réveiller il y a longtemps lorsque cela s'est produit en Ukraine.
Mais là, pour des produits comme les céréales, les Ukrainiens ne les transportaient pas correctement. C'est pour ça qu'ils sont généralement désagréables, ces Ukrainiens. C'est dégoûtant, oui, je comprends. Et il y avait certains problèmes. Et maintenant, ils voient que, hop, eh bien, ces Ukrainiens tiennent bon chez eux, ils font front, ils ne laisseront rien passer. Mais s'ils contournent, et les pays baltes, et la Pologne, qu'est-ce qui va se passer ensuite là-bas? Et c'est pourquoi, en quelque sorte, le Premier ministre Tusk s'est un peu réveillé, il dit « Attendez, oui, il le déclare ouvertement. Je ne pense pas qu'il ait regardé la chaîne. » Voilà. Probablement que ses collaborateurs lui ont apporté des dossiers. Regardez, il le déclare ouvertement, il va y aller. Ils vont y aller, parce qu'ils n'auront pas le choix. Soit tu construis une vie normale dans ton propre pays, soit tu t'étends et tu détruis. Tu mets les pays voisins dans le même état de saleté que le tien. C'était pareil, je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec l'Union soviétique, soit tu t'étends, soit tu meurs. C'est exactement la même chose avec la Russie aujourd'hui. Soit tu t'étends, soit tu meurs. L'État, dans ses territoires, dans ses frontières qui existent, avec toute la propagande, avec toute cette saleté de populace, c'est comme ça que ça fonctionne, camarades. Et c'est pourquoi le Premier ministre dit « Camarades, il faut se réveiller, ils parlent et ils peuvent y aller ». Eh bien, Trump a annoncé la levée du blocus maritime des États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Les navires bloqués dans le détroit peuvent commencer à rentrer et toutes les mines restantes doivent être détruites. Honnêtement, je n'ai pas compris. Si les États-Unis ont levé le blocus, alors c'est l'Iran qui aurait dû le faire, pas les États-Unis. Ou alors, c'est les États-Unis qui faisaient le blocus. Les navires peuvent passer. Et si l'Iran tire sur ces navires, ça, en fait, rien n'est clair dans cette nouvelle. Comme en principe dans toute géopolitique. Ce n'est pas clair, rien. Nous l'avons débloqué, dit-il. Que dit l'Iran à ce sujet? Parle, et s'il bloque? Et ensuite? L'Amérique à nouveau grande. Nous ne défendons pas l'Europe. L'Ukraine a capitulé. Taïwan a été trahi, et maintenant ils diront ceci aussi. Nous vous verserons un supplément. Nous paierons un supplément. Mais il faudrait juste débloquer. Ça ne fait pas très joli, au final. Notre autorité s'est un peu décollée. C'est juste du délire. Et concernant tous ces cris à propos d'Oreshnik, du bouton rouge, de l'UE, bien sûr, il y a des missiles. La Russie a des missiles. Mais en général, si on regarde la situation, d'abord, elle a peur, elle ne les utilisera pas. Deuxièmement, on soupçonne que tout n'est pas aussi rose qu'on le prétend. N'oubliez pas, hier, nous avons eu un épisode spécial où Poutine était debout et parlait « La Russie possède tout ce qu'il faut pour détruire tout ce qui pourrait constituer une menace pour elle. » Tout ça, c'est des conneries. ET, l'homme me dit « Écoutez, je suis venu précisément pour surveiller. Je montre ça à mes amis, les pro-russes. » Il dit « Regardez Oreshnik, où il est tombé, quelles en ont été les conséquences. Bila Tserkva, Ukraine, une ville. 3 garages. 3 garages. La roquette est allée s'écraser plus bas. Et c'est à peu près tout. Camarades, c'est à peu près tout. » Et il dit « Pour l'exemple, je suis allé voir les infos, j'ai regardé, là-bas. Récemment, en Chine, un entrepôt de feux d'artifice a explosé. Le site valait environ 10 millions de dollars. Là-bas, tous les garages ont été détruits, seuls ceux aux extrémités sont restés. Tout ce qui pouvait être détruit l'a été. Là-bas, le terrain est complètement vide, parce que l'entrepôt de feux d'artifice a explosé. Mais ici, il dit, ici, c'est une arme tactique surpuissante qui est arrivée, celle avec laquelle il menaçait 3 garages. Et elle coûte environ 100 millions. Comment? Eh bien, comment, camarades? Il montre ça à ses amis patriotes, qui restent pensifs et étonnés. Mais c'est vrai, tu comprends. Quand tu racontes de la propagande, c'est une chose, mais en réalité, il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et ici aussi, on m'a raconté une blague. Peut-être que certains la connaissent dans une version différente, mais moi, je l'ai beaucoup aimée. Il dit, c'est comme les Tchouktchès. Il paraît que les Russes de Moscou veulent venir chez nous, nous prendre tout ce qu'on a. Il y a eu une sorte de mouvement qui n'a pas plu aux Tchouktchès. Et le chef dit, allons faire la guerre à Moscou. Il répond, attends, quelle guerre? Son entourage lui dit, quelle guerre? Eux, ils ont une armée, nous, on n'a pas d'armée. Ils se sont tous réunis, il dit, oui. Alors, que faire, dit-il? Eh bien, dans ce cas, nous allons les vaincre autrement. Faisons une fusée. Ah, lançons-leur une fusée, allons-y, il dit.
mais nous n'avons pas de fusée. Abattent un pain, ils ont abattu un pain, fait un trou dedans, un trou. Voilà, on met de la poudre à l'intérieur, maintenant on remplit. Ils ont démonté tous les fusils, versé la poudre des cartouches là-dedans. Le chef s'est éloigné derrière la colline avec sa suite, et tous les autres sont restés près de cette fusée. Il dit « allume ». Ils ont allumé, eh bien, évidemment, vous comprenez, tout a explosé. Ils ont été projetés partout, la moitié de cette armée n'existe plus. Et celui-ci, assis derrière la colline, dit « Tu te rends compte ?»« Ah, génial, dit-il. »« Eh merde, vous imaginez ce qui se passe à Moscou en ce moment ? C'est exactement comme ça que les partisans de Poutine comptent avancer. Voilà ce récit sur Oreshnik et sur le fait qu'on va leur en montrer. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont réussi à montrer. Aux vétérans de l'opération militaire spéciale, avec ce genre d'apparence de samovar et de graves blessures à la colonne vertébrale, on a offert dans la région de Moscou des voitures avec le logo Russie unie. Mais vous savez, je pense que c'est juste parce qu'ils ne doivent pas oublier qu'il a transformé en samovar. Il doit s'en souvenir, il doit le savoir, il doit le ressentir pour que plus tard, personne ne se pose de questions. Et quand tu conduis la voiture, tu te dis « Ah, Russie unie a fait du bon travail ». Russie unie a travaillé sur tout le pays. Russie unie a travaillé sur beaucoup de gens. Mais ce n'est pas partout aussi évident et clair. Mais ici, comme on dit, le résultat est là, le voilà. Le samovar roule à travers la Russie, tout le monde doit en être fier et rester attendri. Et là, une seule question se pose. Est-ce que tu en avais vraiment besoin ? Pourquoi en avais-tu besoin au juste ? Maintenant, tu es à moitié invalide. Pourquoi ? Pour le fait que même le Donbass n'a pas été libéré, ou plutôt a été complètement détruit. Mais au moins, maintenant, il y a une voiture. Je me demande pourquoi il n'avait pas acheté une Lada blanche avant. Ah, voilà justement une Lada blanche. Il fallait l'acheter avant, alors qu'est-ce qu'on offre maintenant ? Bref, on s'est un peu embrouillé. Hier, bien sûr, la nouvelle a circulé, mais je ne l'ai pas prise. Et aujourd'hui, je me dis, écoutez, ça commence à sentir la monarchie. Dugin le dit depuis longtemps, et Mikhalkov aussi. Poutine doit être tsar, et ses enfants, héritiers. À l'Institut, ils ont approuvé le poste de biographe de la lignée des Poutine. Le sujet de recherche, biographie, sa lignée, ses proches, qui a vécu comment. Biographie collective des membres de la famille Poutine dans la Russie d'avant les réformes. Dans la Russie d'avant les réformes, ils inventent des mots, ces idiots. Le passage de l'agriculture à la petite entreprise urbaine. Poste de chercheur scientifique à pourvoir. Ils se préparent à glorifier le tsar. Mais pourquoi ne pas glorifier le tsar puisqu'il est là? Il nous gouverne vraiment. Des étudiants d'Oulianovsk sont attirés vers la guerre par des promesses d'un travail de bureau. D'abord, cela se produit actuellement dans de nombreuses institutions éducatives. Et ensuite, je veux vous prévenir, camarades, ne soyez tout simplement pas surpris si tout à coup vous vous retrouvez à Starobelsk. Bam, quelque chose est entré par hasard. D'abord, il vous attire, ensuite il vous équipe, puis il vous entraîne sur place, puis une sorte d'oie ukrainienne incompréhensible débarque. ET ? Séparez les bras, puis les jambes, et asseyez-vous comme si... Lada de Russie unie. Je veux, d'accord, je veux. Je conduirai une Lada de Russie unie. Ne soyez pas surpris, je vous en prie, ne soyez pas surpris. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer les nouvelles. L'agence TASS a rapporté. La Russe Schneider, quel nom de famille russe traditionnel, elle a battu l'Ukrainienne Oleynikova au 3e tour. Roland Garros. Le 3e joueur russe a battu l'Ukrainien à Roland Garros. La Russe Schneider a battu l'Ukrainienne Oleynikova au 3e tour. Toute une liste, ils en parlent tout le temps. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous expliquer. Quand tu es en guerre depuis 4 ans et demi, que tu n'as rien dont tu puisses être fier, alors cette victoire, tu en as désespérément besoin. Tu essaies de présenter n'importe quelle victoire sportive comme un immense exploit. C'est la plus grande des victoires. Et de quoi être fier ? Que le pays qui est 10 fois plus grand qu'un autre dit « Nous les avons battus ici au tennis. On les a battus au tennis. » Tu te rends compte ? Sois fier, enfoiré, sois fier, on a battu l'Ukraine au tennis. Peut-être qu'ils gagneront encore quelque part, ailleurs,
Et tout cela est immédiatement mis en avant, montré, juste pour qu'il y ait au moins une victoire, pour s'accrocher à quelque chose quand, comme on dit, faute de poisson, même le derrière fait l'affaire. Aïe. Aux décombres, aux explosions et à la croissance négative, c'est maintenant ajouté l'illusion du blocus. Ici, c'est comme si